Allô! Dans cette vidéo, je vous raconte les 10 astuces que j'ai mis en place dans mon potager en moyenne montagne afin d'optimiser les récoltes malgré les aléas climatiques. Alors pour vous raconter un peu, je vis donc dans le Jura, dans le massif du Jura, plus précisément dans le Haut-Doubs. Alors on est à peu près entre 800 et 830 mètres d'altitude. Alors c'est beaucoup moins évidemment que les jardins qui se situent en haute altitude où il y a quand même des jardiniers très très courageux qui essayent de faire un potager. On n'est pas dans cette situation-là. Par contre, c'est vrai que c'est aussi beaucoup moins simple quand même que dans les jardins du sud de la France qu'on peut voir sur YouTube ou tout simplement même les jardins qui peuvent être dans notre région mais en plaine. Alors, je vous montre rapidement les statistiques météo que j'ai trouvées sur la fiche Wikipédia de notre commune. Comme vous pouvez le constater, nous devons gérer à la fois des hivers plutôt très froids, même si c'est de moins en moins, et une pluviométrie importante presque tout le long de l'année. Alors, on peut avoir des hivers très secs aussi, avec beaucoup de neige, mais après qui restent et avec des belles journées ensoleillées, donc ça c'est l'avantage. Par contre, voilà, les étés sont souvent complètement pluvieux aussi, ou alors maintenant ils sont de plus en plus chauds également, voire chauds et secs. Donc on a déjà eu la canicule à plusieurs reprises aussi. Donc c'est très compliqué d'adapter le potager à des extrêmes de cette façon, hein, avec des hivers très froids et des étés plutôt chauds, et surtout avec une saison très courte, on va dire. Malgré ce climat plutôt rude et cette saison assez courte, nous arrivons quand même chaque année à récolter à peu près 300 kilos de fruits et légumes dans notre potager d'environ 100 mètres carrés, et ce, malgré donc tous les aléas que nous rencontrons. Donc comment on fait? C'est ce que je vais vous raconter dans cette vidéo avec mes 10 astuces. Voilà, c'est pas forcément le bon terme pour tout ce que je raconte, mais je n'ai pas trouvé d'autres mots. Donc voilà, on essaye de s'approcher quand même le plus possible de l'autonomie en légumes. On n'y est pas encore et puis ce sera compliqué. Mais voilà donc ce que je fais pour y arriver. Alors la première astuce est à la fois la plus efficace et la plus onéreuse de celles que j'ai pu mettre en place dans notre potager. Et c'est tout simplement qu'on a acheté une fraisière en verre. C'est-à-dire une fraisière de plusieurs mètres carrés. Pour être honnête, je ne sais pas de combien exactement, je vous l'insérerai dans les sous-titres. Cela permet en premier lieu, on va dire, de sauver les récoltes d'été, c'est-à-dire les légumes du soleil qu'on a beaucoup de mal à faire pousser à l'extérieur d'une serre ici. Je parle évidemment des tomates, surtout des tomates. Parce que même sous serre, les aubergines et les poivrons, c'est plutôt compliqué, mais j'arrive quand même à en avoir un peu. Mais bon, on va dire que le légume de soleil qui marche le mieux dans la serre, ça reste la tomate. La serre permet aussi d'avancer un peu la saison et de la prolonger un peu. Alors, elle permet d'avancer la saison grâce à des légumes de printemps, entre guillemets, que je peux semer dans ma serre en attendant qu'on puisse mettre les tomates. Donc là, par exemple, j'ai déjà semé des carottes, des épinards et des laitues. La serre est d'ailleurs quasiment indispensable pour les semis qu'on veut faire soi-même, même si je démarre beaucoup de semis dans la maison, au bord de ma fenêtre pour l'instant, parce que je n'ai plus de meubles à semis à l'intérieur. Je vous expliquerai ça. Ces semis vont donc après dans la serre. D'ailleurs là, il y en a déjà beaucoup et on est donc le 27 mars au moment où je tourne cette vidéo. Alors, je sais qu'il y a des gens qui qui arrivent à faire ça, voilà, avec d'autres moyens, mais c'est quand même assez compliqué. Alors, si vraiment on peut pas acheter de serre, en tout cas pas en verre ou une serre durable, je pense que le mieux c'est d'acheter quand même au moins une serre tunnel dont on enlève le plastique en hiver à cause des vents, et puis ou alors travailler avec des châssis et d'autres solutions. Alors, la deuxième astuce est reliée à la première, puisque j'ai optimisé ma serre en achetant un chauffage. Alors, j'ai acheté un chauffage électrique, le modèle Palma, je crois, de la marque BioGreen, dont je suis très contente, et ce n'est pas un placement de produit, on est bien d'accord. Par contre, ce chauffage, je l'ai acheté il y a environ 3 ans, justement quand j'ai arrêté d'avoir un meuble à semis dans mon salon, parce que mon petit-fils, enfin mon fils,
qui est encore petit, qui vient d'avoir 5 ans, avait besoin de plus en plus de place et ce meuble à semis était donc notamment là où il y a maintenant ce joli petit magasin avec lequel il joue beaucoup. Donc voilà, à un moment donné, j'ai décidé que ce n'était plus raisonnable d'avoir ce meuble qui bloquait un peu tout dans le salon et j'ai décidé de le revendre et d'acheter plutôt ce chauffage pour la serre. Ça me permet maintenant d'avoir les semis, je les démarre dans la maison. Alors généralement, nous avons là une petite table que je peux d'ailleurs vous montrer. Alors là, sur le plateau, vous voyez des semis de basilic et de persil. La nuit, je rentre mes tomates qui vont là aussi. Et alors, je vais essayer de remettre ça sans tout bousculer. Le chauffage dans la serre, ça permet de garder des semis dans la serre qu'en temps normal, je devrais encore garder dans la maison. Par exemple, en ce moment, les betteraves que je ne laisserai pas encore dans une serre non chauffée, sachant que le chauffage, je le mets en mode hors gel, c'est-à-dire qu'il se déclenche quand il fait moins d'1 degré pour chauffer. Et pour l'instant, d'ailleurs, depuis que je l'ai mis, ça n'a jamais gelé. Mais voilà, je le fais le plus tard possible en saison pour pas gaspiller non plus, ça sert à rien. Et de toute façon, il faut une corrélance entre la durée de la lumière en journée, entre le soleil, voilà, et puis la température. Si la serre faisait déjà une grosse différence, et ben le chauffage, il permet d'optimiser cette différence. Que fait donc la serre? C'est-à-dire qu'il permet d'avancer encore plus la saison et de la reculer encore plus, voire de sauver des récoltes qui seraient donc gâchées pour juste 1 ou 2 nuits de gel, comme ça nous est arrivé il y a 2 ans, donc heureusement qu'on avait déjà le chauffage. Ils nous ont annoncé des 2 nuits de gel en septembre, ce qui est quand même rare même chez nous. Et donc, on a pu remettre le chauffage en place qu'on avait rangé pour l'été et le mettre sur 5 degrés, ce qui nous a permis de sauver les tomates dans la nuit, quoi. Ça permet donc aussi d'avancer la culture puisque on peut encore plus facilement mettre des semis déjà en printemps et surtout on peut mettre ces semis en godet et en alvéole dans la serre au lieu de les avoir à l'intérieur. Alors, en plus de ce chauffage dans la serre, je complète parfois, comme j'ai fait l'année dernière, parce qu'on avait déjà tout semé et puis finalement il a fait très froid. Et donc là, je complète en plus avec des voiles d'hivernage dans la serre, que je vais vous mettre une photo, des voiles donc que j'avais mis par-dessus tous mes semis et par-dessus tous mes bacs, en plus du petit chauffage pour justement garder les semis bien au chaud. J'utilise aussi en dehors de la serre des voiles et des châssis dans mon jardin. Donc je vais le mettre un peu dans cette catégorie. Donc dès qu'on peut, on les utilise. Voilà. La troisième astuce, c'est que je jardine en bac de culture. C'est-à-dire que je ne jardine plus par terre dans le sol nu, entre guillemets, comme je le faisais avant, ce qui fonctionnait très bien dans mon potager que j'avais avant en plaine, hein, pas du tout à 800 mètres d'altitude. Alors ici, on a d'abord commencé à utiliser des bacs, tout simplement parce qu'on a énormément de pression de campagnols et de rats-aux-pieds. Voilà, ici dans la région, c'est vraiment énorme. Plus encore des taupes. Donc autant dire que j'avais des récoltes, hein, mais non seulement les pommes de terre, les carottes, tout ça, c'était très compliqué, mais en plus, ils sectionnaient aussi parfois un pied de tomate, etc. Et donc tout le pied qui, d'un coup, n'avait plus de racines. Et donc à la base, on a mis les bacs pour protéger nos cultures, tout simplement des campagnols et ou rats-aux-pieds, parce qu'on a les deux, en mettant du grillage au fond de nos bacs de culture. Mais très rapidement, on s'est rendu compte que ça avait beaucoup d'autres bienfaits parce que déjà, ça drainait mieux le sol, qui est quand même très gorgé d'eau, hein, surtout en printemps. Et en plus, encore mieux, ça réchauffe aussi le sol plus rapidement. Donc, en fait, c'est beaucoup plus adapté à la culture en moyenne montagne avec les températures qu'on peut avoir ici et donc aussi la pluie. Alors, toujours dans cette catégorie, en plus des bacs classiques qui font donc 30 cm de haut chez nous pour la plupart, nous avons aussi 2 grands bacs surélevés que mon mari m'a bien voulu me fabriquer et qui permettent de vraiment avoir une grosse productivité. C'est-à-dire que c'est des bacs donc à hauteur, hein, dans lesquels on jardine debout. C'est déjà très pratique, très agréable. Enfin, sauf quand il faut les re-remplir, quand ça s'est bien passé, là c'est moins pratique. Mais par contre, après, c'est hyper fertile là-dedans, puisqu'on met du compost, on met plein de choses qui se décomposent au cours de la saison. Et puis surtout, ça se réchauffe hyper vite, puisqu'ils sont
90 centimètres, je crois, du sol. Ça se réchauffe, ça draine. Enfin, c'est parfait, quoi. Le seul inconvénient, évidemment, c'est que quand c'est l'été et qu'il ne pleut pas pendant plus de quelques jours, il faut plus arroser là-dedans qu'ailleurs. Mais bon, disons que ça en vaut largement la peine. Alors, la quatrième astuce, c'est que je dépaille en printemps. Alors oui, j'entends déjà crier les permacultures pures et dures, il ne faut jamais laisser le sol à nu, etc. Je comprends, je suis d'accord pour pas mal de situations. Par contre, ici, clairement, la météo prévaut, c'est-à-dire qu'on est obligé de faire tout en fonction de la météo, en fait, là où on habite. C'est-à-dire que, hop, il y a un jour de soleil, même si on avait prévu autre chose, on va aller jardiner tout de suite. Et de la même manière, hop, en printemps, le soleil arrive un peu et commence à réchauffer la terre. Et ben, il faut vite dépailler. S'il y a encore des bâches, bon, les bâches noires, ça aide à réchauffer aussi, mais voilà, dès qu'on veut planter et semer dedans, on enlève les bâches, on enlève tout le paillage, et puis comme ça, en plus, on se protège un peu plus des limaces. Cinquième astuce que j'ai mis en place, c'est que j'ai agrandi le potager. Alors, évidemment, pas tout le monde peut le faire, hein, ça dépend de la place qu'on dispose, mais nous, on a tout simplement rogné toujours plus sur le gazon et sur l'air libre, l'air libre, voilà, pour rajouter des bacs de culture. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'ici, la saison est donc très courte et très intense. C'est-à-dire que chez nous, c'est très compliqué de faire une espèce de rotation des cultures comme on peut voir dans le sud où les gens plantent d'abord des petits pois et par la suite, les concombres viennent remplacer les petits pois. Ben, chez nous, c'est compliqué. Déjà, nous, les petits pois, ils restent souvent jusqu'en juillet. S'ils n'ont pas chopé l'oïdium trop tôt et qu'ils sont morts avant, mais voilà, sinon on a une récolte des petits pois, ça dure l'été en fait, hein. Je vais pas dire au mois d'août, mais voilà, en juin, juillet, il y a encore les petits pois, mais si je plante mes concombres que mi-juillet, bah j'aurai aucun concombre. Donc voilà, je suis un peu obligée d'avoir les deux en parallèle. Donc du coup, ben tout simplement, on a besoin de plus d'espace que quelqu'un qui vivrait dans une région plus clémente avec un climat plus doux surtout, qui pourrait voilà échelonner, où les cultures mourraient de chaud aussi en été. Ici, évidemment, ça dépend. Si c'est un été à canicule, et ben oui, mais on ne peut pas le savoir à l'avance. Et donc voilà. Donc simplement, il y a besoin de plus d'espace pour avoir la même quantité de légumes récoltés. C'est pour ça que moi, quand je fais mes petites statistiques, je me rends bien compte que moi, ma récolte au mètre carré, elle n'est pas du tout aussi bonne que si j'étais dans le sud et que voilà, je pouvais enchaîner les cultures. Voilà, j'ai récolté un truc, je replante quelque chose. J'essaye de le faire, mais ça ne marche pas avec toutes les cultures. Mais on y reviendra après. Donc voilà, si on peut agrandir son potager, c'est quand même une bonne chose. Sixième astuce, c'est d'optimiser l'espace. Alors ça va évidemment, si on a agrandi le potager, c'est encore mieux. Le mieux, c'est d'optimiser chaque mètre carré qu'on a dans la mesure du possible. Alors, on peut pas mettre les petits pois et après les concombres, ou en tout cas très rarement. Parfois, on peut essayer de tricher en faisant une contreplantation, comme je disais juste avant, d'essayer de planter un concombre au milieu des petits pois ou autre, et quand ils commencent à mourir, les petits pois, voilà, on en enlève quelques-uns, on essaie de les guider tout, mais bon, c'est quand même compliqué. Je le fais beaucoup dans la serre, ça. J'optimise l'espace par exemple, là, j'ai planté des choux-fleurs, j'ai semé des carottes, des laitues, des épinards. Alors, quand arrivera le moment de planter les tomates, je n'aurai pas forcément déjà tout récolté. Donc, ce que je vais faire, j'ai mes distances de plantation des tomates. Je vais récolter sur le petit endroit où la toute petite tomate à ce moment-là doit aller. Et puis, je récolterai donc les carottes, voilà, ce qu'il y a à cet endroit-là. Je plante ma tomate. Et puis, pareil, quand je plante mes choux-fleurs en début de saison, je fais attention, puisque j'ai un arrosage automatique, je fais attention aux goutteurs pour que les goutteurs aillent bien sur les tomates où je vais les planter plus tard. Enfin, je sais pas si c'est très clair. Voilà. Donc, je fais souvent des semis échelonnés, c'est-à-dire que j'essaye d'avoir des cultures que je peux remplacer directement, voilà, pour vraiment dans la mesure du possible, utiliser l'espace, puisque, comme je disais, la saison est courte, donc voilà, il faut absolument se dépêcher. Alors, septième astuce, qui va un peu avec ce que j'ai déjà dit, mais qui est quand même un peu différente, c'est que je privilégie souvent des cultures courtes, c'est-à-dire qui ne mettent pas longtemps en terre, et des variétés précoces.
dans beaucoup de légumes qui existent donc en précoce, standard, tardive, etc. Donc là, j'utilise beaucoup les variétés précoces, en tout cas quand ce n'est pas dans la serre. Et au pire standard, mais alors les variétés tardives en dehors de la serre, on oublie. Quand j'ai débuté, j'ai vraiment essayé, hein, j'ai mis des tomates cœur de bœuf en dehors de la serre. J'avais pas encore de serre d'ailleurs. Alors, ce qui marchait en plaine à 60 km d'ici, et ben, ça ne marche pas du tout ici. Donc, du coup, évidemment, on peut avoir de la chance. Si c'est une année à canicule qui fait sec et chaud, la tomate va pousser. On n'aura pas énormément de récolte parce qu'après, les nuits deviennent très fraîches très rapidement quand même à partir de septembre. Mais voilà, ça peut marcher, mais c'est quand même comme jouer au loto, quoi. Alors, je suis la première à faire des tas d'expérimentations et d'expériences, mais il faut pas tout miser sur ces expériences, on va dire. Donc, on peut, mais il faut avoir aussi des variétés où on ne risque rien, qui sont précoces, dont on sait qu'on, voilà, mettre plutôt des tomates cerises en dehors de la serre, par exemple, on est presque sûr d'avoir des récoltes. Enfin, c'est déjà arrivé qu'on n'en ait pas, hein, s'il a plu tout le temps et que, voilà. Mais par contre, voilà. Pareil, les cultures courtes, c'est tout ce qui est donc évidemment les laitues, les radis, mais aussi les betteraves et les choux raves, un légume que j'adore. Donc ces légumes-là, j'échelonne les semis. En fait, j'essaye d'en semer toutes les 2 semaines. Et dès que j'ai de la place qui se libère quelque part au potager, c'est là où ça va un peu avec la partie précédente d'optimiser l'espace. Hop, je peux essayer de planter des choses comme ça. Pareil, quand je plante des choux, au départ, ils sont tout petits. Je mets des salades entre les choux toujours. Et puis, quand j'ai récolté les salades, ben, les choux, ils prennent la place. Ça allait donc plutôt dans la partie d'avant, désolé. Les variétés sont très importantes, les sortes de légumes sont très importants. Voilà, les choux de Bruxelles poussent même ici, les choux frisés ou les choux kale, comme on dit, poussent même ici en hiver. Les poireaux aussi, mais à part ces 3 choses, c'est quand même compliqué. Voilà. Alors, 8e astuce, c'est que je fais beaucoup de légumes qu'on peut soit stocker, comme par exemple les courges, les pommes de terre, les oignons, soit qu'on peut transformer pour les congeler. Alors, je fais beaucoup de ratatouille avec les légumes du jardin. Souvent, je suis obligée de racheter par exemple des poivrons parce que je n'en ai pas assez. Mais voilà, je fais le plus possible des conserves que je congèle pour réussir à avoir un peu mon objectif d'une voilà, au moins partielle autonomie en légumes, parce que la saison est tellement courte que sinon, voilà, sinon c'est pas possible. On peut malheureusement pas espérer avoir énormément de récoltes ici en novembre ou déjà en mars, comme dans d'autres régions. Donc, il faut absolument anticiper ça. 9e astuce, c'est que j'achète des plants greffés. Alors, pas pour tous les légumes et pas beaucoup en quantité, mais chaque année, j'achète quelques plants greffés ou au moins des plants qui sont déjà vraiment très grands pour les mettre dans ma serre. Alors évidemment, c'est dû au fait que je n'ai pas de meubles à semis dans ma maison, donc je ne peux pas démarrer très tôt dans l'année mes semis. C'est tout simplement impossible, hein. Donc moi, les tomates, je les sème en mars, quand je peux les mettre au bord de ma fenêtre et après les sortir en journée dans la serre. Ce n'est pas la peine que j'essaye de faire ça en janvier, quoi, pour avoir des plants qui sont déjà vraiment grands à partir du mois d'avril, quand je peux les planter dans ma serre. Donc, j'achète tout simplement en avril-mai des plants en jardinerie ou chez un producteur local, greffés, donc, qui sont souvent plus chers, mais qui produisent beaucoup en quantité. Encore une fois, la saison est courte, il faut produire beaucoup d'un coup. Et puis voilà, donc franchement, le goût est souvent meilleur que ce qu'on puisse penser. On a déjà des belles tomates cœur de bœuf ou ananas qui n'ont pas non plus un goût horrible, hein. C'est peut-être pas exactement pareil qu'une vraie tomate partie de la graine, bio, etc. Simplement, de toute façon, chez nous, c'est sous serre et de toute façon, on s'est pas gorgé de soleil comme dans le sud, donc faut pas se mentir. Donc de toute façon, on n'aura pas ce goût-là. Mais ça nous permet d'avoir quand même des tomates pour des belles salades et surtout, j'achète les plants greffés, je privilégie les variétés aussi pour les tomates à sauce, par exemple. Voilà, je fais énormément de sauce tomate, de velouté de tomates, voilà, comme je disais, les ratatouilles, etc. Donc, ça permet d'avoir beaucoup de récoltes sur un seul pied. Et enfin, la 10e et presque dernière astuce est que j'essaye, en tout cas, d'utiliser les microclimats présents sur mon terrain. Par exemple, j'ai un mur à l'extérieur qui est très bien orienté, et ben c'est dans ce coin-là que pousse mon romarin qui ne meurt pas en hiver alors qu'il fait
parfois des températures très très froides. Et c'est là aussi où j'ai planté la vigne, que j'ai plantée qu'il y a 2 ans, donc on n'a pas encore eu beaucoup de récoltes, etc. J'utilise aussi des jardinières sur ma terrasse qui est quand même plus à l'abri du vent parce que voilà, il faut pas se mentir, dans nos climats, non seulement il fait froid, non seulement il pleut, mais en plus on a beaucoup de vent. Donc voilà, j'essaye d'utiliser chaque petit recoin où je vois que voilà, il fait meilleur. Voilà. On le voit bien hein, de toute façon quand il neige en hiver, c'est où qu'elle font en dernier la neige, c'est là où il fait le plus froid, voilà, c'est simple, hein, où il y a le plus d'ombre. Et donc les endroits où ça fond en premier, ben, je retiens que là, en été, il fera meilleur aussi. Voilà, on est arrivé à la fin de ces 10 astuces que j'ai mis en place dans mon jardin. Et je rajoute un petit bonus. Alors l'astuce bonus, c'est que j'essaye vraiment, dans la mesure du possible, hein, parce que je suis que humaine aussi, de rester positive. Franchement, ça change beaucoup de choses parce que c'est vrai qu'on peut avoir des saisons complètement catastrophiques. L'année dernière, la France entière s'en est rendu compte hein, et tout le monde râlait dans toute la France et beaucoup de jardiniers ont laissé tomber, ce que je peux tout à fait comprendre. Et ben, chez nous, c'est souvent comme ça. La différence, c'est que là, c'était un peu partout en France, mais chez nous, c'est souvent comme ça l'été, tout simplement. On a très très souvent des printemps complètement pluvieux. Il pleut tout le temps. C'est ce que je disais tout à l'heure. Dès qu'il y a un rayon de soleil, hop, faut mettre sa tenue de jardin et aller travailler un peu parce qu'on ne sait pas si ça dure longtemps ou pas. Météo France, etc. se trompe quand même encore souvent. Enfin, c'est jamais très fiable. Et c'est vrai que ce côté-là est très important. Quand on positive, enfin bref, quand on est positif, c'est beaucoup plus simple de profiter de son jardin quand même. Alors voilà, quand il pleut énormément une saison, c'est vrai que c'est pas agréable. J'essaye de me dire bon, on est moins obligé d'arroser. L'année dernière, on a arrosé que dans les bacs surélevés et dans la serre. Je crois même pas qu'on a arrosé plus de 2 fois dans les bacs normaux. C'est une corvée en moins, voilà, il faut essayer de voir le côté positif. De même, bon, il y a des années comme ça où il y a tellement de pluie, il y a les tomates qui chopent le mildiou tout de suite, c'est pas sympa. Et ben, ça a beaucoup plu aux choux. On a eu des radis en plein mois d'août l'année dernière, même chez nous, c'est rare quand même. Donc voilà, ce que j'essaie de dire, c'est il faut s'adapter, il faut rester positif, surtout dans un climat comme la moyenne montagne. Bon, c'est valable un peu partout hein, pour tous les jardins parce qu'on a beaucoup d'aléas partout. Ça peut être voilà, je sais pas moi, des insectes qui arrivent et qui dévorent tout, ça peut être n'importe quoi. Les limaces surtout, voilà, ça peut être beaucoup d'aléas, mais ici en moyenne montagne, c'est quand même encore plus frais que ailleurs. Donc il faut rester positif et essayer de profiter de son jardin et de ne pas déprimer dès qu'il pleut ou dès qu'on a trop de limaces, etc. C'est un peu le raisonnement que j'ai et je pense que sinon j'arriverais pas à sortir les 300 kilos de mon potager parce que j'aurais abandonné depuis longtemps, vu où on habite. C'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. C'est vrai que je débute et je serais très très contente d'avoir quelques pouces bleus, voire abonnements si ce sujet vous intéresse. Et en plus, j'aimerais vraiment beaucoup voir vos astuces et vos conseils dans les commentaires parce que si vous habitez aussi en moyenne montagne ou si vous avez tout simplement des idées à partager, n'hésitez pas. Ça enrichit toujours la conversation et la discussion. Voilà, merci beaucoup. Tchuss et à bientôt.